Les tensions montent entre les États-Unis et le Venezuela. Les États-Unis renforcent leur présence militaire près des côtes vénézuéliennes. Son adversaire s'efforce de trouver toute l'aide possible pour contrer la menace américaine. La Russie est venue en aide au Venezuela. Ce faisant, elle a pris une décision désastreuse aux lourdes conséquences, affectant la guerre en Ukraine et les relations Russie-États-Unis. Quelle a été la chose incroyablement stupide que la Russie vient de faire au Venezuela? Elle a fourni des défenses aériennes au Venezuela. Le 4 novembre, The War Zone, a rapporté qu'un haut législateur russe a confirmé la livraison par la Russie d'un ensemble complet de défenses aériennes au Venezuela. Pire, ce législateur a aussi évoqué que Moscou pourrait fournir des missiles balistiques et de croisières à l'avenir. Pour Nicolás Maduro, cette nouvelle est excellente alors qu'il fait face à la menace croissante de navires américains proches de son territoire. Ces navires sont rejoints par l'United States Ship, Gerald R. Ford et sa flotte de destroyers en traversée de l'Atlantique. Au moment du rapport de The War Zone, revenons à ce que reçoit le Venezuela. Le parlementaire est le premier vice-président du comité de défense de la Douma d'État russe, Alexei Zaravlev. Il a parlé à Gazeta.ru pour donner les détails. Des systèmes russes, Panzer S-1 et Buk M2E, ont été récemment livrés à Caracas par des avions de transport Ilyushin. 76 a déclaré Zaravlev aux médias le 1er novembre. Il a également adressé une menace à peine voilée aux États-Unis en suggérant que ce qu'il a révélé est loin d'être tout ce que la Russie a envoyé à Maduro. Les volumes et noms des importations russes sont classifiés, donc les Américains pourraient être surpris. Zaravlev a ajouté « Je ne vois aucun obstacle à la fournir à un pays ami des nouveautés comme l'Oreshnik ou le missile Kalibr. Aucune obligation internationale n'empêche la Russie de le faire. Le message est clair. Si les États-Unis menacent le Venezuela, la Russie donnera à Maduro les armes nécessaires pour contrer cette menace. Que cette neutralisation puisse réellement avoir lieu ou non est sans importance. Ce qui est important ici, c'est que la Russie a clairement affiché sa position et exprime très ouvertement son soutien, d'un pays que les États-Unis traitent comme un ennemi. The War Zone souligne qu'aucune preuve visuelle ne confirme les dires de Zaravlev sur l'envoi de Pantsir-Sun au Venezuela. Un avion cargo russe, Ilyushin 76 est arrivé à Caracas le 26 octobre après un itinéraire détourné, selon Defense News. Cela comprenait des escales dans des pays influencés par Poutine comme Cuba et le Nicaragua. L'avion est revenu à Moscou via des pays comme l'Algérie, suggérant qu'il aurait transporté du fret vers la Russie après avoir livré au Venezuela. Ces livraisons, si elles sont avérées comme l'affirme le député russe, s'ajouteraient à la collection déjà variée de défenses aériennes vénézuéliennes. Avant l'intervention russe, ces défenses se composèrent surtout d'anciens systèmes de missiles solaires modernisés. Des systèmes plus modernes sont arrivés. Et ils ont le potentiel de représenter une menace sérieuse pour toute attaque aérienne que les États-Unis pourraient envisager au Venezuela. D'autres pourraient suivre. Newsweek a rapporté que la Russie et le Venezuela ont signé un partenariat stratégique en mai. Ce partenariat n'a été ratifié en Russie qu'à la fin du mois d'octobre. Cela suggère que Poutine a attendu une opportunité où soutenir directement le Venezuela serait avantageux pour la Russie. Maintenant que le partenariat est membre ratifié, les porte-paroles du Kremlin suggèrent qu'une aide supplémentaire pourrait être accordée aux partenaires reconnaissants de la Russie. Au-delà des suggestions de Zaravlev, selon lesquelles des missiles de calibre Oreshnik pourraient bientôt être envoyés à Maduro, Newsweek affirme que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, commence à se faire entendre. La Russie est prête à agir pleinement dans le cadre des obligations qui ont été mutuellement stipulées dans cet accord, avec nos amis vénézuéliens, a déclaré Lavrov le 11 novembre. Le Venezuela a également exprimé sa gratitude pour l'aide russe qu'il a reçue jusqu'à présent. Le ministre des Affaires étrangères, Ivan Ilpinto, a remercié la Russie pour son soutien à notre souveraineté, le 11 novembre. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré être prêt à répondre à toute nouvelle demande de Maduro et ses sbires, à Caracas. Ce que nous voyons ici, c'est la Russie qui cherche à imposer sa puissance. En soutenant fermement le Venezuela, Poutine veut montrer aux États-Unis et à Donald Trump que la Russie demeure une menace. Le Venezuela sert principalement de proxy à la Russie pour déplacer des armes dangereuses près des États-Unis. Et si les menaces concernant l'arrivée de missiles Oreshnik et Kalibr au Venezuela s'avèrent vraies, Maduro disposera d'armes qu'il pourra utiliser pour frapper les États-Unis sur leur propre sol. En surface, cela ressemble à un coup de force intelligent de la part de la Russie. Elle peut armer un allié menaçant les États-Unis tout en se déchargeant de la responsabilité de l'usage des armes fournies par la Russie. Mais si vous vous souvenez de ce que nous vous avons dit au début de la vidéo,
Ce que la Russie vient de faire au Venezuela est loin d'être intelligent. C'est incroyablement stupide. Et comme William Spaniel l'a révélé dans une vidéo du 7 novembre couvrant les actions de la Russie, Poutine vient de commettre une erreur potentiellement catastrophique pour 3 raisons. La première de ces raisons concerne le pays qui est au centre de l'attention de Poutine depuis février 2022, l'Ukraine. Spaniel demande: que signifie le fait que Poutine privilégie la défense aérienne du Venezuela au lieu de protéger les cibles russes les plus vulnérables? Il n'a pas tort. Les derniers mois ont été un véritable cauchemar pour la Russie en ce qui concerne l'ampleur et l'efficacité des frappes à longue portée de l'Ukraine sur son territoire. L'attaque de l'Ukraine contre le raffinage du pétrole russe à elle seule met en évidence à quel point les drones et missiles à longue portée du pays sont devenus efficaces. Energy Newsbeat a fait le point sur ces frappes contre les raffineries, dans un article du 11 novembre évoquant une nouvelle attaque ukrainienne réussie. Il précise qu'entre août et début novembre, l'Ukraine a mené au moins 58 attaques contre les infrastructures énergétiques russes, dont 29 contre des raffineries. Cela représente environ 17 ou 18 frappes par mois, et ce succès constant nous apprend quelque chose d'important. Les défenses aériennes de la Russie ne protègent pas suffisamment ses raffineries, en élargissant la portée à toute l'année. 2025, l'Ukraine a lancé plus de 60 frappes de drones sur des raffineries, selon la même source. Au total, elle a frappé la moitié des 38 principales raffineries de Russie, dont beaucoup à plusieurs reprises, provoquant des arrêts qui ont entraîné d'énormes problèmes à l'intérieur du pays. Au 11 novembre, la production russe d'essence a baissé de 163%, et celle de diesel de 375% selon la même source. Il y a également eu une baisse de 304% du volume traité par les raffineries, en raison des attaques constantes de l'Ukraine. Euronews note aussi, le 3 novembre, que les frappes ukrainiennes ont touché jusqu'à 38% de la capacité de raffinage russe. Les drones ukrainiens ont également évolué au point de pouvoir parcourir 1000 km, alors qu'ils ne pouvaient autrefois en parcourir que 500. Le média note que la Russie a perdu 50 000 barils de capacité de raffinage par jour, et cela se produit principalement à cause des drones qui coûtent aussi peu que 55 000 $ chacun. Nous évoquons cela car nous avons des questions. Que doit faire la Russie pour réduire l'efficacité des drones longue portée ukrainiens, des défenses aériennes? Qu'a-t-elle envoyé et assuré qu'elle continuerait d'envoyer au Venezuela? Des défenses aériennes. La dernière décision de la Russie est monumentale et stupide, car elle se prive de ce qui lui permettrait de contrer les menaces à longue portée de l'Ukraine. Ces drones avaient déjà connu un grand succès avant l'envoi des systèmes Buk et Pantsir par la Russie au Venezuela. Avec moins de systèmes de défense aérienne, la Russie rend ses cibles clés encore plus vulnérables aux attaques ukrainiennes. La défense aérienne russe ne va pas s'améliorer soudainement non plus. Le ministère de la Défense ukrainien affirme que la Russie a perdu 1242 unités antiaériennes depuis le début de l'invasion de Poutine. Une grande partie de ces stocks a disparu. Soit parce que les unités ont été directement détruites, soit parce que l'Ukraine a neutralisé les radars qui permettent à ces unités de détecter des cibles potentielles. Les analystes ont aussi souligné que la Russie présente désormais de grandes failles sur son territoire, prêtes à être exploitées par les drones ukrainiens. Le Kiev indépendant a relayé les avis de 2 experts dans un article du 9 novembre. Sacha Brookman, analyste militaire à l'Institut international d'études stratégiques, affirme que la Russie a perdu de nombreux systèmes de défense aérienne ces 2 dernières années. Il est donc probable que leur couverture comporte de nombreuses failles, rendant possible des attaques réussies. Georges Barros de l'Institut pour l'étude de la guerre partage cet avis et ajoute: au-delà du théâtre en Ukraine, le reste de la Russie montre des failles et vulnérabilités. La Russie paraît avoir regroupé la plupart des défenses aériennes restantes, hors Ukraine occupée, autour de la capitale, Moscou. Cela a du sens. Protéger la ville la plus précieuse, ainsi que Poutine à tout prix. La Russie est vaste, et ses ressources sont dispersées partout. En se focalisant sur Moscou et l'Ukraine, la Russie s'est affaiblie, permettant à l'Ukraine de lancer des frappes de drones apparemment sans représailles. La Russie envoie des unités de défense aérienne, qu'elle aurait pu utiliser contre les drones ukrainiens, ce qui va créer encore plus de failles. Spaniel dit que Poutine ne peut pas ignorer ce fait, en parlant de l'étrangeté des actions de la Russie au Venezuela. Il affirme que Poutine doit forcément être informé, car les attaques contre les raffineries sont publiques, selon Spaniel. Personne au Kremlin ne doute que cela se produit, et si vous doutez que l'information remonte jusque-là, beaucoup d'oligarques passent du temps au Kremlin et sont terrifiés par la situation. Ils ont raison de l'être. Leur portefeuille est en train d'être brûlé, comme leur raffinerie.
La décision de Poutine d'envoyer ses systèmes au Venezuela ne rendra pas ses oligarques plus heureux. Cela nous conduit à la deuxième raison de Spaniel, pour laquelle la Russie a récemment pris des décisions très stupides. Poutine pense qu'il a le public russe sous contrôle, mais il ne devrait pas être aussi confiant. Spaniel note que Poutine agit selon une hypothèse qui, à un autre moment de son règne, serait sans doute juste. Spaniel affirme que, selon lui, Poutine se moque des explosions de raffineries et de la hausse des prix de l'essence. Le Kremlin, concentré sur la politique étrangère, ne considère pas la population russe comme une menace, qui doit donc s'y adapter. Cette façon de penser pose problème, comme le souligne Spaniel. La Russie subventionne les prix de l'essence pour sa population intérieure, dans ce que Spaniel appelle une sorte de contrat social que le Kremlin entretient avec le peuple russe. Son principal moyen d'accorder ces subventions est via les paiements d'amortissement. Ces paiements sont versés directement aux raffineries de pétrole russes afin de les encourager à vendre leurs produits à bas prix sur le marché intérieur, plutôt que de courir après les prix plus élevés que les clients internationaux sont prêts à payer. Grâce à ces paiements, ainsi qu'à quelques autres mécanismes, les Russes paient moins cher l'essence et le diesel qu'ils ne le feraient autrement. Ce contrat social permet de contrôler la population russe, même si les prix augmentent dans le pays. Vladimir Poutine connaît l'importance de ce paiement. Il a donc suspendu la réduction de la subvention en octobre, la suspension devant durer jusqu'en mai. Le problème, c'est que cette suspension n'aide en rien la Russie à maintenir le contrat social avec sa population dont Spaniel parle. Les prix de l'essence ont fortement augmenté depuis la campagne intense de l'Ukraine contre les raffineries, sans signe de baisse. Les frappes ukrainiennes ont provoqué une hausse de 40 à 50% des prix de gros de l'essence depuis début 2025. Le Moscow Times l'a rapporté le 4 novembre. La production de raffinage russe est, sans surprise, 14% inférieure à son niveau d'avant la guerre en Ukraine, et atteint son plus bas depuis 2019. Cela tient à l'incapacité de la Russie à stopper les frappes ukrainiennes sur les raffineries. Les paiements compensatoires ne fonctionnent plus parce qu'ils ne changent rien au fait que les raffineries manquent d'essence à vendre. Les prix continuent d'augmenter à cause de ces problèmes d'approvisionnement. Et ces problèmes d'approvisionnement n'existeraient peut-être pas à ce niveau si la Russie n'était pas aussi débordée sur le plan de la défense aérienne. Ils envoient encore des systèmes de défense aérienne au Venezuela. La rupture du contrat social, évoquée par Spaniel, pourrait suffire à pousser la population russe que Poutine contrôle au bord du gouffre. Aucune garantie. Les autorités russes répriment souvent violemment les manifestations publiques et infligent des peines de prison. Cependant, Spaniel établit une comparaison avec la mobilisation partielle de la Russie à l'automne 2022 pour l'Ukraine, afin de souligner que Poutine pourrait sous-estimer la force de la réaction publique potentielle face aux implications de la décision de la Russie d'aider le Venezuela avec des défenses aériennes, dont la Russie a vraiment besoin. Il n'y a pas eu d'autres mobilisations depuis 2022, du moins pas officiellement. Des personnes sont mobilisées, affirme le nouveau centre de stratégie eurasiatique. Mais le Kremlin parvient à cette mobilisation en offrant d'énormes contrats à ses soldats. Quand l'argent viendra à manquer, le spectre de la mobilisation qui a tant irrité de Russes en 2022 devra refaire surface. Cela provoquerait un retour de bâton. Et la comparaison que Spaniel établit semble impliquer que nous pourrions voir un type de réaction similaire commencer, si la Russie ne trouve pas de solution à sa crise du carburant. Cette solution ne semble certainement pas être là. Envoyer l'unique arme pouvant contrer les drones ukrainiens à l'étranger. Les problèmes de carburant russe touchent également ces soldats en Ukraine. Ils manquent d'essence, de diesel et de carburant d'aviation pour leurs assauts, ce qui les tue. C'est peut-être pour cela que certains généraux russes réclament la tête de Poutine. Selon un article d'octobre du National Security Journal, de nombreux généraux et autres responsables russes sont en conflit avec Poutine en raison des conséquences de ses décisions militaires. Selon le journal, ils craignent que Poutine maintienne obstinément ses exigences maximalistes depuis le début de la guerre. L'absence de reconnaissance de ses erreurs ou d'adaptation aux nouvelles réalités du champ de bataille les inquiète. Malgré les pertes élevées et d'autres pertes considérables, les objectifs fondamentaux de Poutine restent inchangés. Envoyer des défenses aériennes, pourtant très nécessaires, au Venezuela n'est que la dernière d'une longue série d'erreurs que Poutine a commises depuis qu'il a envahi l'Ukraine. Le Kremlin pourrait récolter la colère des généraux et d'une population russe furieuse face au contrat social brisé. Cela nous amène à la troisième et dernière raison pour laquelle la décision de Poutine d'armer le Venezuela est si stupide. Trump va forcément se mettre en colère. Spaniel estime que Poutine a franchi cette étape car il pense que les actions américaines au Venezuela ne sont pas qu'un bluff.
Le Kremlin ne pense probablement pas qu'une guerre va éclater, ajoute rapidement Spaniel. Mais Poutine est nerveux à l'idée que les États-Unis menacent l'un de ses alliés. Poutine cherche à renforcer le poids du Venezuela avec ce transfert de systèmes de défense aérienne en vue de futures négociations. Dans la négociation en situation de crise, les accords conclus pour éviter la guerre doivent être proportionnels à l'équilibre des forces, explique Spaniel. Plus le Venezuela a de pouvoir, mieux il s'en sortira, que ce soit dans un règlement négocié ou à l'issue de la guerre. Les armes servent autant à imposer une paix forcée qu'à faire la guerre, conclut Spaniel. Poutine tente d'empêcher Trump en s'appuyant sur l'influence américaine. Et pour un homme qui se targue de maîtriser l'art de la négociation, l'intervention d'une tierce partie dans ses efforts de négociation menés par l'armée ne va pas bien passer. Trump est déjà très frustré par Poutine. Après des mois à chercher la paix en Ukraine, Trump a été dupé plusieurs fois par Poutine. Le dirigeant russe dira à Trump vouloir la paix, puis continuera de bombarder l'Ukraine sans réel effort de paix. Trump a récemment exprimé sa frustration envers Poutine. Le 22 octobre, Trump a annulé une rencontre prévue avec Poutine à Budapest, déclarant « Je ne veux pas d'une réunion inutile. Je ne veux pas perdre de temps. Nous verrons. » Trump pensait que Poutine ne prendrait rien au sérieux, a-t-il dit en réunion. Pourquoi la tenir ? Cette frustration annonçait une décision que Trump menaçait depuis des mois. Un jour après l'annulation de la réunion de Budapest, Politico a rapporté que Trump imposait de nouvelles sanctions à Rosneft et Lukoil, deux grandes compagnies pétrolières et russes. La Russie a été surprise par une décision pouvant lui coûter des milliards. Trump a désormais rompu avec Poutine, rendant leurs relations plus conflictuelles qu'à tout moment, depuis le début de son second mandat aux États-Unis. L'envoi d'armes russes au Venezuela ne va pas améliorer la situation, surtout avec Trump déjà en colère contre Poutine. La Russie se retrouvera également à devoir continuer à se battre. Une guerre d'usure qui a tué ou blessé plus de 115 millions de ses soldats et qui dévaste désormais son industrie énergétique. Après tout, Trump ne va pas se soumettre aux exigences maximalistes de Poutine pour la paix, alors que la Russie aide activement un pays que les États-Unis ont désigné comme ennemi. Poutine doit avoir Trump de son côté pour obtenir ce qu'il veut de l'Ukraine, sans que la Russie paie un prix encore plus lourd en vies humaines qu'elle n'en a déjà payé. Envoyer des armes à Maduro maintenant est insensé. Cela a encore plus éloigné Trump de Poutine. Les sanctions évoquées posent déjà de sérieux problèmes à la Russie, tandis que Poutine prend des décisions absurdes sur le Venezuela. Il subit un double coup dur touchant les raffineries de pétrole que la Russie protège difficilement. L'un de ces coups est lié au problème de défense aérienne de la Russie, tandis que l'autre concerne la réaction de la Chine aux sanctions de Trump. Découvrez ces deux coups dans notre vidéo. Abonnez-vous à The Military Show pour suivre les décisions étranges de Vladimir Poutine en politique étrangère russe. Merci de nous regarder.